Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. Un canapé comme dans Vivement Dimanche, sans Michel Drucker et sans chien, puisque comme compagnon nous aurons des livres. Si vous voulez nous faire parvenir des messages, des récits, des chocolats, ou des billets d'avion pour partir en voyage, vous pouvez nous les faire parvenir sur, à l'adresse postale de D8, qui est 1 rue Les Enfants du Paradis, à Boulogne, ou alors, bien sûr, vous pouvez nous envoyer aussi vos récits via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. En parlant de voyage, nous sommes toujours en voyage avec Paul et Virginie. Donc, je vous rappelle un petit peu, je vous résume un petit peu, le livre. Donc, bien sûr, c'est l'histoire de Paul et Virginie, donc deux jeunes personnes qui tombent amoureux, qui n'ont pas vraiment d'éducation et qui sont dans l'obligation d'être séparés. Donc, Paul reste sur l'île et Virginie s'en va en France, à Paris. Je m'en étais arrêtée à la page 266. C'est à ces mêmes livres qu'il est réservé particulièrement de donner de l'éclat à la vertu obscure, de consoler les malheureux, d'éclairer les nations et de dire la vérité même au roi. C'est sans contredit la fonction la plus auguste dont le ciel puisse honorer un mortel sur la terre. Quel est l'homme qui ne se console de l'injustice ou du mépris de ceux qui disposent de la fortune lorsqu'il pense que son ouvrage ira de siècle en siècle et de nation en nation, servir de barrière à l'erreur et au tyran, et que, du sein de l'obscurité où il y a vécu, il jaillira une gloire qui effacera celle de la plupart des rois, dont les monuments périssent dans l'oubli, malgré les flatteurs qui les élèvent et qui les vantent? Ah, je ne voudrais cette gloire que pour la répandre sur Virginie et la rendre chère à l'univers. Mais vous qui avez tant de connaissances, dites-moi si nous nous marierons. Je voudrais être savant, au moins pour connaître l'avenir. Qui voudrait vivre, mon fils, s'il connaissait l'avenir? Un seul malheur prévu nous donne tant de vaines inquiétudes. La vue d'un malheur, certains empoisonnerait tous les jours qui le précéderaient. Il ne faut pas même trop approfondir ce qui nous environne, et le ciel, qui nous donna la réflexion pour prévoir nos besoins, nous a donné les besoins pour mettre des bornes à notre réflexion. Avec de l'argent, dites-vous, on acquiert en Europe des dignités et des honneurs. J'irai m'enrichir au Bengale pour aller épouser Virginie à Paris. Je vais m'embarquer. Quoi? Vous quitteriez sa mère et la vôtre? Vous m'avez vous-même donné le conseil de passer aux Indes? Virginie était alors ici. Mais vous êtes maintenant l'unique soutien de votre mère et de la sienne. Virginie leur fera du bien par sa riche parente. Les riches n'en font guère qu'à ceux qui leur font honneur dans le monde. Ils ont des parents bien plus à plaindre que Madame de la Tour, qui, faute d'être secourue par eux, sacrifient leur liberté pour avoir du pain et passent leur vie renfermée dans des couvents. Quel pays que l'Europe? Oh, il faut que Virginie revienne ici. Qu'a-t-elle besoin d'avoir une parente riche? Elle était si contente sous ses cabanes, si jolie et si bien parée, avec un mouchoir rouge ou des fleurs autour de sa tête. Reviens, Virginie, quitte tes hôtels et tes grandeurs. Reviens dans ces rochers, à l'ombre de ces bois et de nos cocotiers. Hélas, tu es peut-être maintenant malheureuse. Et il se mettait à pleurer. Mon père, ne me cachez rien. Si vous ne pouvez me dire si j'épouserai Virginie, au moins apprenez-moi si elle m'aime encore. Au milieu de ces grands seigneurs qui parlent au roi et qui la vont voir. Oh, mon ami,
Je suis sûre qu'elle vous aime par plusieurs raisons, mais surtout parce qu'elle a de la vertu. À ces mots, il me sauta au cou transporté de joie. Mais croyez-vous que les femmes d'Europe fausses, comme on les représente dans les comédies et dans les livres que vous m'avez prêtés? Les femmes sont fausses dans les pays où les hommes sont tyrans. Partout, la violence produit la ruse. Comment peut-on être tyran des femmes? En les mariant sans les consulter, une jeune fille avec un vieillard, une femme sensible avec un homme indifférent. Pourquoi ne pas marier ensemble ceux qui se conviennent? Les jeunes avec les jeunes, les amants avec les amantes. C'est que la plupart des jeunes gens en France n'ont pas assez de fortune pour se marier et qu'ils n'en acquièrent qu'en devenant vieux. Jeunes, ils corrompent les femmes de leurs voisins. Vieux, ils ne peuvent fixer l'affection de leur épouse. Ils ont trompé étant jeunes. On les trompe à leur tour étant vieux. C'est une des réactions de la justice universelle qui gouverne le monde. Un excès y balance toujours un autre excès. Ainsi, la plupart des Européens passent leur vie dans ce trouble désordre. Et ce désordre augmente dans une société à mesure que les richesses s'y accumulent sur un moindre nombre de têtes. L'état est semblable à un jardin où les petits arbres ne peuvent venir s'il y en a de trop grands qui les ombragent. Mais il y a cette différence que la beauté d'un jardin peut résulter d'un petit nombre de grands arbres et que la prospérité d'un État dépend toujours de la multitude et de l'égalité des sujets et non pas d'un petit nombre de riches. Mais qu'est-il besoin d'être riche pour se marier? Afin de passer ses jours dans l'abondance sans rien faire. Et pourquoi ne pas travailler? Je travaille bien, moi. C'est qu'en Europe, le travail des mains déshonore. On l'appelle travail mécanique. Celui même de labourer la terre est le plus méprisé de tous. Un artisan y est bien plus estimé qu'un paysan. Quoi? L'art qui nourrit les hommes est méprisé en Europe? Je ne vous comprends pas. Oh, il n'est pas possible à un homme élevé dans la nature de comprendre les dépravations de la société. On se fait une idée précise de l'ordre, mais on n'a pas du désordre. La beauté, la vertu, le bonheur ont des proportions. La laideur, le vice et le malheur n'en ont point. Les gens riches sont donc bien heureux. Ils ne trouvent d'obstacle à rien. Ils peuvent combler de plaisir les objets qu'ils aiment. Ils sont la plupart usés sur tous les plaisirs, par cela même qu'ils ne leur coûtent aucune peine. N'avez-vous pas éprouvé que le plaisir du repos s'achète par la fatigue, celui de manger par la faim, celui de boire par la soif? Eh bien, celui d'aimer et d'être aimé ne s'acquiert que par une multitude de privations et de sacrifices. Les richesses ôtent aux riches tous ces plaisirs-là en prévenant leurs besoins. Joignez à l'ennui qui suit leur satiété, l'orgueil qui naît de leur opulence et que la moindre privation blesse leur même, que les plus grandes jouissances ne le flattent plus. Le parfum de 1000 roses ne plaît d'un instant, mais la douleur que cause une seule de leurs épines dure longtemps après sa piqûre. Un mal au milieu des plaisirs est, pour les riches, une épine au milieu des fleurs. Pour les pauvres, au contraire, un plaisir au milieu des maux est une fleur au milieu des épines. Ils en goûtent vivement la jouissance. Tout effet augmente par son contraste. La nature a tout balancé. Quel état à tout prendre croyez-vous préférable de n'avoir presque rien à espérer et tout à craindre, ou presque rien à craindre et tout à espérer? Le premier état est celui des riches et le second celui des pauvres. Mais ces extrêmes sont également difficiles à supporter aux hommes
dont le bonheur consiste dans la médiocrité et dans la vertu. Qu'entendez-vous par la vertu? Mon fils, vous qui soutenez vos parents par vos travaux, vous n'avez pas besoin qu'on vous la définisse. La vertu est un effort fait sur nous-mêmes pour le bien d'autrui, dans l'intention de plaire à Dieu seul. Oh, que Virginie est vertueuse! C'est par vertu qu'elle a voulu être riche, afin d'être bienfaisante. C'est par vertu qu'elle est partie de cette île, la vertu l'y ramènera. L'idée de son retour prochain, allumant l'imagination de ce jeune homme, toutes ses inquiétudes s'évanouissaient. Virginie n'avait point écrit, parce qu'elle allait arriver. Il fallait si peu de temps pour venir d'Europe avec un bon vent. Il faisait l'énumération des vaisseaux qui avaient fait ce trajet de 4500 lieues en moins de 3 mois. Le vaisseau où elle s'était embarquée n'en mettrait pas plus de 2. Les constructeurs étaient aujourd'hui si savants et les marins si habiles. Ils parlaient des arrangements qu'ils allaient faire pour la recevoir, du nouveau logement qu'il allait bâtir, des plaisirs et des surprises qu'il lui ménagerait chaque jour quand elle serait sa femme. Sa femme. Cette idée le ravissait. Au moins, mon père, me disait-il, vous ne ferez plus rien que pour votre plaisir. Virginie étant riche, nous aurons beaucoup de Noirs qui travailleront pour nous. Vous serez toujours avec nous, n'ayant d'autre souci que celui de vous amuser et de vous réjouir. Et il allait, hors de lui, porter à sa famille la joie dont il était enivré. Un peu de temps, les grandes craintes succèdent aux grandes espérances. Les passions violentes jettent toujours l'âme dans les extrémités opposées. Souvent, dès le lendemain, Paul revenait me voir, accablé de tristesse. Il me disait « Virginie ne m'écrit point. Si elle était partie d'Europe, elle m'aurait mandé son départ. Ah, les bruits qui ont couru d'elle ne sont que trop fondés. Sa tante l'a mariée à un grand seigneur. L'amour des richesses l'a perdue comme tant d'autres. Dans ces livres qui peignent si bien les femmes, la vertu n'est qu'un sujet de roman. Si Virginie avait eu de la vertu, elle n'aurait pas quitté sa propre mère et moi. Pendant que je passe ma vie à penser à elle, elle m'oublie, je m'afflige et elle se divertit. Ah, cette pensée me désespère. Tout travail me déplaît, toute société m'ennuie. Plus à Dieu que la guerre fut déclarée dans l'Inde. J'irai y mourir. Mon fils, lui répondis-je, le courage qui nous jette dans la mort n'est que le courage d'un instant. Il est souvent excité par les vains applaudissements des hommes. Il en est un plus rare et plus nécessaire qui nous fait supporter chaque jour, sans témoin et sans éloge, les traverses de la vie. C'est la patience. Elle s'appuie non sur l'opinion d'autrui ou sur l'impulsion de nos passions, mais sur la volonté de Dieu. La patience et le courage de la vertu. « Ah !» s'écria-t-il, « je n'ai donc point de vertu. Tout m'accable et me désespère. La vertu, repris-je, toujours égale, constante, invariable, n'est pas le partage de l'homme. Au milieu de tant de passions qui nous agitent, notre raison se trouble et s'obscurcit. Mais il est des phares où nous pouvons en rallumer le flambeau. Ce sont les lettres. Les lettres, mon fils, sont un secours du ciel. Ce sont des rayons de cette sagesse qui gouverne l'univers, que l'homme, inspiré par un art céleste, a appris à fixer sur la terre. Semblable aux rayons du soleil, elle éclaire, elle réjouisse, elle réchauffe. C'est un feu divin. Comme le feu, elle approprie toute la nature à notre usage.
Par elles, nous réunissons autour de nous les choses, les lieux, les hommes et les temps. Ce sont elles qui nous rappellent aux règles de la vie humaine. Elles calment les passions. Elles répriment les vices. Elles excitent les vertus par les exemples augustes des gens de bien qu'elles célèbrent et dont qu'elles nous présentent les images toujours honorées. Ce sont des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du genre humain. Les grands écrivains qu'elles inspirent ont toujours paru dans les temps les plus difficiles à supporter à toute société. Les temps de barbarie et ceux de dépravation. Mon fils, les lettres ont consolé une infinité d'hommes plus malheureux que vous. Xénophon, exilé de sa patrie, après y avoir ramené 10 000 Grecs. Scipion, l'Africain, lassé des calomnies des Romains. Lucullus, de leur brigue. Catina, de l'ingratitude de sa cour. Les Grecs, si ingénieux, avaient réparti à chacun des muses qui président aux lettres une partie de notre entendement pour le gouverner. Nous devons donc leur donner nos passions à régir, afin qu'elles leur imposent un joug et un frein. Elles doivent remplir, par rapport aux puissances de notre âme, les mêmes fonctions que les heures qui attelaient et conduisaient les chevaux du soleil. Lisez donc, mon fils. Les sages qui ont écrit avant nous sont des voyageurs qui nous ont précédés dans les sentiers de l'infortune, qui nous tendent la main et nous invitent à nous rejoindre à leur compagnie lorsque tout nous abandonne. Un bon livre est un bon ami. « Ah !» s'écriait Paul, « je n'avais pas besoin de savoir lire quand Virginie était ici. Elle n'avait pas plus étudié que moi, mais quand elle me regardait en m'appelant son amie, il m'était impossible d'avoir du chagrin. Sans doute, lui dis-je, il n'y a point d'amie aussi agréable qu'une maîtresse qui nous aime. Il y a de plus dans la femme une gaieté légère qui dissipe la tristesse de l'homme. Ces grâces font évanouir les noirs fantômes de la réflexion. Sur son visage sont les doux attraits de la confiance. Quelle joie n'est rendue plus vive par sa joie? Quel front ne se déride à son sourire? Quelle colère résiste à ses larmes? Virginie reviendra avec plus de philosophie que vous n'en avez. Elle sera bien surprise de ne pas retrouver le jardin tout à fait rétabli, elle qui ne songe qu'à l'embellir. Malgré la persécution de sa parente, loin de sa mère et loin de vous. L'idée du retour prochain de Virginie renouvelait le courage de Paul et le ramenait à ses occupations champêtres. Heureux, au milieu de ses peines, de proposer à son travail une fin qui plaisait à sa passion. Un matin, au point du jour, c'était le 24 décembre 1744. Paul, en se levant, aperçut un pavillon blanc arboré sur la montagne de la Découverte. Ce pavillon était le signalement à la ville pour savoir s'il n'apportait pas de nouvelles de Virginie. Et il resta jusqu'au retour du pilote du port qui s'était embarqué pour aller le reconnaître, suivant l'usage. Cet homme ne revint que le soir. Il apporta au gouverneur que le vaisseau signalé était le Saint-Gérant du port de 700 tonneaux, commandé par un capitaine appelé Monsieur Aubin, qu'il était à 4 lieues au large et qu'il ne mouillerait au port Louis que le lendemain dans l'après-midi, si le vent était favorable. Il n'en faisait point du tout alors. Le pilote remit au gouverneur les lettres que ce vaisseau apportait de France. Il y en avait une pour Madame de la Tour, de l'écriture de Virginie. Paul
s'en saisit aussitôt, la baisa avec transport, la mit dans son sein et courut à l'habitation. Du plus loin qu'il ait aperçu la famille, qui attendait son retour sur le rocher des adieux. Il éleva la lettre en l'air, sans pouvoir parler. Et aussitôt, tout le monde se rassembla chez Madame de la Tour pour en entendre la lecture. Virginie mandait à sa mère qu'elle avait éprouvé beaucoup de mauvais procédés de la part de sa grande tante, qu'il avait voulu marier malgré elle, ensuite déshériter, et enfin renvoyer dans un temps qui ne lui permettait d'arriver à l'île de France que dans la saison des ouragans. Qu'elle avait essayé en vain de la fléchir en lui présentant ce qu'elle devait à sa mère et aux habitudes du premier âge. Qu'elle en avait été traitée de fille insensée dont la tête était gâtée par les romans. Qu'elle n'était maintenant sensible qu'au bonheur de revoir et d'embrasser sa chère famille. Et qu'elle eût satisfait cet ardent désir dès le jour même, si le capitaine lui eût permis de s'embarquer dans la chaloupe du pilote. Pardonnez-moi, je m'étouffe. Du coup, j'ai perdu la ligne et j'en pleure. Mais qu'il s'était opposé à son départ à cause de l'éloignement de la terre et d'une grosse mer qui régnait au large, malgré le calme des vents. À peine cette lettre fut lue que toute la famille, transportée de joie, s'écria « Virginie est arrivée !» Maîtresse et serviteurs, tous s'embarrassèrent. Eh bien, Madame de la Tour dit à Paul « Mon fils, allez prévenir notre voisin de l'arrivée de Virginie. » Aussitôt, Domingue alluma un flambeau de bois, de ronde, et Paul et lui s'acheminèrent vers mon habitation. Il pouvait être 10 heures du soir. Je venais d'éteindre ma lampe et de me coucher, lorsque j'aperçus à travers les palissades de ma cabane une lumière dans les bois. Bientôt, après, j'entendis la voix de Paul qui m'appelait. Je me lève, et à peine j'étais habillée que Paul, hors de lui, et tout essoufflé, me saute au cou en me disant « Allons, allons, Virginie est arrivée. Allons au port, le vaisseau y mouillera au point du jour. » Sur le champ, nous nous mettons en route. Comme nous traversions les bois de la montagne longue et que nous étions déjà sur le chemin qui mène des pamplemousses au port, j'entendis quelqu'un marcher derrière nous. C'était un noir qui s'avançait à grands pas. Dès qu'ils n'ont eu un teint, je lui demandai d'où il venait et où il allait en si grande hâte. Il me répondit « Je viens du quartier de l'île appelée la Poudre d'Or. On m'envoie au port avertir le gouverneur d'un vaisseau de France et mouillé sous l'île d'Ambre. Il tire du canon pour demander du secours, car la mer est bien mauvaise. » Cet homme, ayant ainsi parlé, continua sa route et sans s'arrêter davantage. Et je dis alors à Paul, allant vers le quartier de la Poudre d'Or, au-devant de Virginie, il n'y a que 3 lieues d'ici. Nous nous mîmes donc en route vers le nord de l'île. Et voici, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit, où je suis en train de m'étouffer et de mourir sous la toux. Donc je vais aller me soigner et je reviendrai très bientôt. J'attends vos messages, bien sûr, avec le hashtag VBN et vos courriers, vos messages. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous ou un très bon début de journée. À bientôt, je vous embrasse tous.